en gros, la... Bonjour à tous et bienvenue en direct sur les chaînes parlementaires pour suivre le marathon des vœux. Dans quelques instants, nous prendrons la direction du siège du FN où Marine Le Pen est en train de présenter ses vœux à la presse. Nous suivrons son discours en intégralité, mais tout de suite direction l'Elysée où François Hollande présente ses vœux au corps constitué. On l'écoute tout de suite en direct. Dans les grands corps de l'administration de notre pays, ils sont ici représentés, mais également dans l'ensemble des administrations centrales. Sont associées les hautes autorités qui sont devenues indépendantes, mais qui participent aussi d'une mission d'intérêt général. Il y a également les représentants de la magistrature au plus haut niveau, des autorités militaires, parce que c'est cet ensemble humain qui fait vivre ce que l'on appelle l'État. Vous m'avez adressé des vœux d'espoir, je les prends. Je vous retourne les miens avec les mots mêmes que vous avez utilisés, lucidité, engagement, honneur, pour l'année 2014. Et à travers vous, Monsieur le Vice-président, j'adresse à tous les fonctionnaires, et quelle que soit leur place dans la hiérarchie, mes vœux et ma reconnaissance pour le travail qu'ils ont accompli au service de leurs concitoyens. Monsieur le Vice-président, vous avez rappelé ce qu'était l'importance de l'État dans notre pays. Vous avez ensuite ouvert un vaste champ pour notre réflexion en évoquant Renan et Marc Bloch pour une réforme intellectuelle et morale. Ça nous prendra sans doute plus que l'année 2014, mais nous sommes prêts à nous engager sur ce chemin. La France s'est en effet construite autour de l'État et à partir de l'État. Selon la belle expression de Pierre Nora, l'État est l'opérateur de l'identité nationale, l'instrument de la conscience et le foyer de la permanence de la nation. L'État est en effet le bien de tous. Il suscite de légitimes demandes, multiples d'ailleurs, de solidarité, de protection, d'intervention. C'est toujours vers lui que les Français, au-delà même de leur sensibilité, se tournent quand ils sont démunis, éprouvés. Et c'est l'État qui apparaît comme l'ultime recours face aux catastrophes naturelles. Et aujourd'hui, notre pays en connaît de sérieuses, qui frappent des populations qui demandent, là encore, soutien et solidarité. De la même manière, c'est toujours vers l'État que les concitoyens se tournent quand ils font face à des secousses économiques, alors même que l'État n'est pas forcément en cause et que nous sommes dans une économie ouverte. Mais en même temps qu'il est sollicité, c'est le paradoxe que l'on connaît bien dans notre pays, l'État lui-même est jugé trop lourd, trop lent, trop cher, et il est vrai que son organisation apparaît de plus en plus mystérieuse, avec ses agences, ses opérateurs, ses autorités, avec la question qui est posée, mais où se prend donc la décision ? Il est également exact que l'enchevêtrement des compétences avec les collectivités locales paraît de plus en plus indéchiffrable. Qui fait quoi ? Il est incontestable également que la construction européenne, qui est une chance pour notre pays, est regardée comme une source de droit de plus en plus concurrente de l'État et qui peut même, si elle n'est pas maîtrisée, apparaître comme une limite à l'action de l'État. Aussi, nous devons répondre aux questions que nos concitoyens se posent. Qui fait quoi dans notre pays? Qui est responsable de quoi? Et qui paye en dernier ressort? Et convenons que les réponses
ne sont pas toujours apportées de façon claire. Alors, l'État, au sens le plus large du terme, a deux défis à relever. Le premier, et c'est sa fonction première, c'est de garantir la permanence des valeurs dans une société qui, elle, est en pleine évolution technologique, économique, démographique, culturelle. Et en tête de ces valeurs, il y a l'unité nationale. L'État en est le garant. Cette unité nous permet de conjurer bien des périls que d'autres pays peuvent connaître, pas si loin de nous. Le morcellement, la menace séparatiste, le communautarisme, mais aussi la division entre les catégories sociales, la compétition entre les territoires, la confrontation entre les générations. Alors, comment préserver cette unité en respectant la loi? Elle doit être la même pour tous. Elle doit s'appliquer partout, sur tous les points du territoire, sans faiblesse, sans restriction, sans exception. Chacun doit pouvoir considérer qu'il est traité de la même manière, même si sa situation est différente, et d'avoir une égalité dans l'accès aux droits. Mais c'est aussi le rappel de chacun à ses devoirs. Et face à toutes les atteintes aux principes de la République, face au racisme, face à l'antisémitisme, face aux troubles à l'ordre public que suscitent des provocations indignes, face aux humiliations que représentent les discriminations, je demande aux représentants de l'État, en particulier aux préfets, d'être vigilants et inflexibles. Le gouvernement, avec le Premier ministre et le ministre de l'Intérieur et la garde des Sceaux, ont pris des instructions et élaboré une circulaire pour que nul ne puisse utiliser le spectacle à des fins qui seraient de la provocation et de la promotion de thèses ouvertement antisémites. Et ce n'est pas une affaire de circonstances ou une question de personne. C'est d'abord les principes de la République qui doivent être constamment rappelés. Et ceux qui doivent en faire l'application, ce sont ceux qui disposent d'une autorité. J'ai évoqué les préfets, mais j'aurais pu dire aussi, dans certaines circonstances, les directeurs d'administration centrale. Et la justice, qui doit faire prévaloir les règles dans notre République. Et veillons aussi, lorsque des peines ont été prononcées, des amendes également décidées, que ces sanctions soient pleinement exécutées. Car il y va de la crédibilité même de la justice et de l'autorité de l'État. L'unité de l'État, c'est également l'égalité entre les territoires. Dans les quartiers de nos villes, cela passe par une répartition différente des moyens. Et c'est ce que fait le gouvernement, notamment pour l'école. 30% des ouvertures de classes ont été effectuées dans les quartiers qui étaient les plus en difficulté. Et la réforme de l'éducation prioritaire sera en 2014 l'occasion de franchir une nouvelle étape, avec notamment une nouvelle organisation du travail pour les enseignants qui œuvrent dans ces zones difficiles. La répartition des moyens, selon les difficultés que rencontrent des territoires, nous devons également en faire la démonstration, et c'est la tâche du gouvernement, dans les politiques de lutte contre le chômage. Je rappelle d'ailleurs que pour les emplois d'avenir, 100 000 à la fin de l'année dernière, aucune condition de diplôme n'a été fixée pour les jeunes habitants de ces quartiers. C'est-à-dire que même ceux qui avaient pu connaître, et tant mieux, un succès scolaire, des diplômes, ne pouvaient pas se voir opposer justement d'avoir fait cet effort pour ne pas accéder aux emplois d'avenir. De la même manière,
nous devons avoir une présence encore plus forte des services publics dans ces cités sensibles. Le mois prochain, une agence de Pôle emploi ouvrira à Clichy-sous-Bois. Il était quand même bien temps. C'est d'ailleurs curieux que jusqu'à présent nous n'ayons pas pensé que les agences de Pôle emploi devaient se situer là où il y avait le plus de chômage. Et donc, dans cette ville qui, hélas, a pu connaître des moments particulièrement douloureux et qui se redresse, il y aura cette inauguration, un symbole à Clichy-sous-Bois. Et contrairement à bien des idées reçues, c'est dans les banlieues que l'on trouve la dynamique la plus forte pour les créations d'entreprises. Et donc, le ministre de la Ville veille et veillera encore davantage en 2014 à ce que des incitations nouvelles puissent être apportées pour favoriser ce mouvement. L'égalité entre les territoires, c'est aussi la prise en compte de la ruralité. Chacun est conscient qu'il y a des espaces qui se sentent abandonnés, des populations qui considèrent que parce qu'elles sont éloignées des centres de décision, elles ne sont plus considérées, respectées. Alors là aussi, nous devons agir. Et le gouvernement proposera aux territoires fragiles des contrats qui, à la manière de ce qui existe pour la politique de la ville, orienteront les crédits de l'État dans les domaines du logement, de l'offre de santé ou des emplois pour les jeunes. L'égalité, enfin, c'est d'éviter que n'apparaissent dans notre pays de nouvelles fractures. Je ne sais pas si le mot est encore à la mode, fracture. Mais aujourd'hui, quand il est prononcé, c'est pour évoquer notamment la fracture numérique. C'est-à-dire le risque, là encore, qu'une partie de la population ne puisse pas accéder pleinement aux nouvelles technologies. Là aussi, un plan a été lancé, France très haut débit pour tous, associant l'État, les collectivités locales, la Caisse des dépôts, dans le cadre du programme d'investissement d'avenir. Et je salue son commissaire parce que c'est très important d'arriver à ce résultat pour que partout, d'ici quelques années, il puisse y avoir des technologies qui puissent être offertes et aux particuliers et aux entreprises. Et c'est une condition pour l'attractivité de ces territoires. Voilà une des valeurs de l'État, l'égalité. Il y en a une autre, et vous l'avez souligné, Monsieur le Vice-président, c'est l'impartialité. L'année 2013 a été l'occasion de franchir une étape de plus, parce que ce mouvement est mené depuis des années. Aujourd'hui, ce sont les lois sur la transparence. Elles ont défini précisément les conflits d'intérêts, organisé un système strict de déport pour mettre toutes les décisions publiques à l'abri des suspicions. Et enfin créé la Haute Autorité de la transparence de la vie publique. Son président est ici, Jean-Louis Nadal, ainsi que son collège. Et cette Haute Autorité aura la charge de recevoir, de contrôler et parfois de publier les déclarations de situation patrimoniale et d'intérêt des membres du gouvernement, ce sera fait sous peu, des membres du Parlement, des grands élus locaux, des membres de cabinet et les titulaires de certains emplois publics. La Haute Autorité sera destinataire de pas moins de 20 000 déclarations. C'est une tâche considérable qui vous attend. Et elle devra donc avoir les moyens de vérifier, de contrôler et aussi de sanctionner. Le devoir de probité et d'honnêteté est en effet l'un des tout premiers qui s'impose aux titulaires de mandats publics. Et les citoyens doivent désormais savoir qu'il n'y aura aucune tolérance, aucune protection pour celles et ceux qui ont vocation à servir bien plus que l'État, la démocratie. L'impartialité, c'est l'indépendance de la justice. J'en suis, par la Constitution, le garant. Là encore, la garde des Sceaux a fait en sorte que soit mis fin aux instructions individuelles. Désormais, l'avis du Conseil supérieur de la magistrature est systématiquement suivi pour les nominations au parquet. Et j'ai demandé à la garde des Sceaux de reprendre les discussions permettant de construire une majorité parlementaire large pour
réformer le Conseil supérieur de la magistrature, puisqu'elle doit prendre une forme constitutionnelle. 2014 sera d'ailleurs une année importante pour la justice, puisqu'il y aura la réforme pénale et la mise en place de nouveaux moyens pour lutter contre la récidive. La sécurité des citoyens, qui est un droit fondamental, s'en trouvera renforcée, sans qu'il soit besoin de réduire ou d'affaiblir l'état de droit. Enfin, il y a une valeur qui doit également prévaloir dans l'organisation et le fonctionnement de l'État, c'est la laïcité. La laïcité, c'est la liberté dans l'espace privé et la neutralité dans les lieux du service public. Mais là aussi, le flou de certaines frontières, la multiplication des organismes pouvant poursuivre des missions d'intérêt général ont pu conduire à certaines interrogations. Le Conseil d'État, saisi par le Défenseur des droits, a rendu à la fin de l'année dernière une étude particulièrement fouillée, mais également précieuse et utile. Il a rappelé les règles exigeantes au sein de la sphère publique. Il a souligné que ce principe s'imposait également aux personnes privées chargées de la gestion d'un service public, comme les caisses de sécurité sociale, et d'une manière proportionnée également les structures privées qui accomplissent une mission d'intérêt général dès lors qu'il y a une tutelle d'une collectivité publique, par exemple les crèches. Quant aux usagers du service public, ceux des tribunaux, ceux des hôpitaux, ils ne peuvent se prévaloir de leur croyance pour s'affranchir de la règle commune. Tels sont les principes qui ont été rappelés et qui doivent être strictement et pleinement respectés. Dans l'école de la République, plus qu'ailleurs, la laïcité s'impose sans restriction. Et pour que les élèves en connaissent et en comprennent le sens, le gouvernement a voulu, avec le ministre de l'Éducation, que la charte de la laïcité soit affichée dans tous les établissements. Et c'est le cas. Restait une question à régler, les sorties scolaires. La circulaire qui avait été publiée au milieu de l'année 2012 et qui s'appelle donc du nom du ministre qui en avait fait l'élaboration, M. Châtel, cette circulaire, le Conseil d'État a admis qu'elle avait pu légalement prévenir les manifestations par les parents accompagnants de leurs convictions religieuses. Elle continuera donc d'être appliquée par les professionnels de l'éducation, comme ça a été le cas jusqu'ici, c'est-à-dire avec discernement et de manière apaisée. Sur ce point, une loi n'est pas nécessaire. Voilà les principes, voilà les valeurs qui rassemblent non seulement ceux qui servent l'État, mais tous les Français, et qui attendent de l'État que ces principes soient des facteurs de cohésion, de rassemblement, et qui nous permettront de vivre ensemble. Mais l'État ne peut pas être simplement un facteur de cohésion, de rassemblement, d'unité. Il doit être aussi au service de la nation pour les services qu'il a à rendre. Faut-il peut-être, comme nous y incitait le vice-président du Conseil d'État, prendre un peu de hauteur? J'ai voulu que nous puissions engager une réflexion sur ce que serait la France dans 10 ans. Chaque pays doit se poser cette question, se pose cette question. Il y a des pays pour qui c'est l'évidence. Dans 10 ans, ils seront encore plus nombreux sur le plan démographique, encore plus émergents sur le plan économique. Et la seule question qu'ils se posent, c'est de savoir si le rythme de la production ira aussi vite que le rythme de la population. Il y a d'autres pays qui gèrent simplement leur commerce extérieur, en considérant que c'est là l'essentiel de leur indépendance. Mais nous, nous sommes la France, avec toujours cette question lancinante qui taraude nos concitoyens. Est-ce qu'un grand pays
avec une grande histoire, avec une belle langue, avec une culture reconnue, peut encore compter dans la mondialisation? Est-ce que nous n'avons pas laissé passer notre tour? Est-ce que nous ne sommes pas devenus spectateurs d'un monde qui va plus vite que nous? Eh bien, à ces questions, nous devons répondre que la France doit être toujours un pays qui doit être en tête dans la mondialisation, qui doit chercher l'excellence, qui doit aussi, parfois, sans arrogance, pouvoir également montrer l'exemple. Pas simplement sur le plan politique et diplomatique, nous le faisons. Pas simplement sur le plan de la sécurité, de la défense, où nous prenons là aussi nos responsabilités, mais également sur le plan économique, industriel, technologique, culturel. Continuer d'avancer. Et même parce que nous sommes dans un monde où la concurrence et la compétition sont maintenant devenues la règle, où il n'y a plus de frontières pour nous protéger des mouvements commerciaux, voire même des mouvements monétaires. Donc nous devons faire en sorte d'être mieux préparés, mieux formés, mieux accompagnés pour gagner cette bataille-là. C'est pourquoi la réflexion sur la France dans 10 ans n'est pas simplement un exercice prospectif, en nous disant que nous serons simplement un peu plus nombreux, ce qui est le cas, que nous aurons sans doute redressé nos comptes publics, ce qui est souhaitable. Non, c'est de nous armer pour être dans 10 ans une nation qui saura ce qu'est son destin. Et les décisions que nous avons à prendre ne sont pas dans 10 ans, elles sont aujourd'hui. On me dira, mais pourquoi 10 ans? Parce que c'est finalement la durée où on peut concevoir et agir. Parfois, on peut concevoir et n'agir que bien plus tard. Et puis, il y en a aussi qui agissent sans concevoir. C'est possible. Donc, 10 ans, c'est le temps qui permet de mobiliser un pays sur des objectifs à notre portée. Méfions-nous des planifications trop lointaines. À 15 ans, 20 ans, on peut tout promettre. Il y a des lois de programmation, quelquefois, qui ont eu cette tendance, où, comme par hasard, les crédits sont réduits au début et généreux à la fin, surtout quand on n'est plus là. Donc, nous devons, sur 10 ans, être capables de fixer des objectifs suffisamment lointains pour qu'ils puissent mobiliser la société et suffisamment proches pour nous engager, au-delà même d'ailleurs des alternances. Pour préparer son avenir, la France doit être lucide. J'ai dit qu'elle devait être fière, mais ça n'empêche pas la lucidité. Lucide sur nos handicaps, nous en avons. Des comptes publics qui ont été dégradés depuis longtemps, un déficit commercial structurel, des pertes de compétitivité qui, ces 10 dernières années, se sont accumulées. Nous connaissons aussi les inégalités qui se sont creusées, des chômeurs qui sont installés depuis 2 ans, 3 ans, sans espoir de retrouver un emploi si on n'y met pas bon ordre, non pas de leur côté, parce qu'ils ne demandent qu'à travailler, mais du côté de ceux qui ne veulent pas les employer parce qu'ils sont depuis trop longtemps exclus de tout. Nous connaissons nos handicaps, y compris sur les inégalités territoriales, je les ai évoquées. Mais regardons aussi nos atouts, l'excellence de notre recherche, les performances industrielles, les prouesses technologiques, je ne veux pas ici toutes les rappeler. Nous avons mis 34 plans industriels pour préparer l'avenir, justement, en partant de ce qui existe, non pas en inventant une industrie qui serait virtuelle. Nous avons aussi une démographie dynamique. Nous sommes d'ailleurs l'un des pays européens qui connaît ce paradoxe d'être plutôt pessimiste sur son avenir et d'avoir une natalité particulièrement vigoureuse. Mais ça fait partie de la contradiction, qui n'est qu'apparente d'ailleurs, où les Français ont confiance en eux-mêmes et parfois doutent du collectif, d'où l'importance de ce que nous avons à faire. Alors, la réforme de l'État, elle doit être conçue dans cette perspective, non pas pour l'affaiblir, mais pour l'affermir. Réformer l'État, c'est le rendre plus efficace. Pour être efficace, l'État
doit dépenser moins. C'est une question de souveraineté, s'il veut maîtriser sa dette, mais aussi un enjeu de pouvoir d'achat, si l'on veut éviter que le redressement passe par des prélèvements supplémentaires. Donc ce n'est plus par les impôts que nous pouvons réduire nos déficits, mais par des économies. Nous en ferons partout où c'est possible. Le Premier ministre a lancé 60 évaluations de politique publique. 50 milliards d'économies d'ici 2017 doivent être dégagés. Et chacun y prendra sa part, l'État, les opérateurs, les organismes sociaux, les collectivités locales. Réformer l'État, c'est le mettre en mouvement. Trop de décisions remontent encore à Paris, alors que les services déconcentrés ont toutes les compétences pour décider au plus près de nos concitoyens. Trop de circulaires viennent détailler la mise en œuvre de textes législatifs et réglementaires alourdissant la charge de tous. Trop de moyens financiers sont retenus au niveau parisien, ce qui provoque une perte de temps incompréhensible. On l'a vu encore pour les catastrophes naturelles. Trop d'informations sont demandées. Je ne sais pas si le chiffre est vrai, il m'a quand même surpris. 6 000 indicateurs sont demandés aux services déconcentrés chaque année par les bureaux des ministères. 6 000. Mais qu'est-ce qu'ils en font? Sans doute des statistiques. Et nous les regardons avec intérêt. Mais pendant qu'on fait les statistiques, on ne change pas la réalité. Or, ce qui compte, c'est la réalité avant d'être mesuré. Alors, c'est ce mouvement de déconcentration qu'il convient d'engager. Le second mouvement, c'est la décentralisation. En attribuant l'exercice exclusif d'une compétence à chaque type de collectivité, en donnant aux communes, départements, régions, dans le champ de leurs compétences exclusives, un pouvoir d'adaptation locale, en les incitant à se rapprocher. Enfin, l'État doit garantir la stabilité des règles, et notamment fiscales. Chacun doit savoir à quoi s'en tenir dans la durée, sur ce que sera la nature de sa contribution. Le Conseil constitutionnel que je recevais hier m'a rappelé 2 principes que je considère comme engageant l'État. Le principe de non-rétroactivité, comme le principe de protection des situations légalement acquises, qui est une subtilité juridique qui permet d'arriver à l'application du premier principe, s'il devait être contourné, ce qui est toujours possible. Pourquoi? Parce que si nous voulons que les entreprises investissent, que les particuliers se lancent dans des projets d'équipement, de consommation, il faut qu'il y ait ce cadre de stabilité. De la même manière, le pacte de responsabilité que j'ai proposé aux entreprises avec des contreparties, c'est pour que l'emploi soit d'abord considéré comme la seule priorité. Et de la même façon que la remise à plat de la fiscalité, qui a été engagée par le Premier ministre, c'est de permettre que nous ayons cette stabilité de la règle fiscale pour plusieurs années. Réformer l'État, c'est simplifier. Alors, facile à dire, facile à annoncer des chocs, faut-il encore ensuite les traduire? Et de ce point de vue, je veux dire que 4 lois d'habilitation ont été élaborées. 3 ont été votées, permettant de recourir aux ordonnances sur la construction de logements, sur les relations entre les citoyens et les administrations et sur la vie des entreprises. 200 mesures de simplification que j'aurai encore à détailler dans les prochains jours. Des principes juridiques innovants ont été adoptés. J'en cite un, la confiance a priori pour supprimer, dans certaines circonstances, les pièces justificatives. Ah, c'est un débat qui existe depuis longtemps dans l'administration. Est-ce qu'on fait confiance ou on considère que chaque citoyen est suspect? Partons du principe de confiance. On gagnera du temps. Ça ne veut pas dire qu'on ne rattrapera pas ceux qui ont commis des indélicatesses. Mais ça veut dire que dès lors qu'il y a un principe de bonne foi, on gagne du temps. Deuxième principe, le silence vaut accord. C'est-à-dire qu'une absence de réponse de l'administration équivaudra à un consentement, et là aussi, nous aurons à lui donner une pleine dimension. Je veux poursuivre cette tâche de simplification, parce que c'est un enjeu social. Trop de nos concitoyens
qui peuvent prétendre aux aides sociales, à des prestations, y renoncent en raison du nombre de papiers à remplir, des formulaires, des procédures. Par exemple, pour le RSA, reprise d'activité, qui est un bon principe, une bonne réforme. De quoi s'est-on aperçu qu'une grande majorité de ceux qui pouvaient y recourir, finalement, ne font pas la démarche. Non pas parce qu'il manquerait d'argent, parce qu'ils en manquent. Ils ne manqueraient pas d'argent, parce qu'ils en manquent. Mais parce que, pour eux, c'est une complexité supplémentaire. Eh bien, j'ai demandé au gouvernement de travailler à un dossier de demande simplifié pour les principales prestations sociales. Minimum vieillesse, RSA, CMU, tout ça doit être simple pour ensuite être contrôlé a posteriori. C'est un enjeu économique, la simplification. Trop de chefs d'entreprise, face à des déclarations sociales trop nombreuses, renoncent à embaucher. Eh bien, le gouvernement expérimentera une nouvelle procédure, ministère des Finances et ministère des Affaires sociales, un seul papier, ou maintenant on dit un seul clic, pour toutes les déclarations. Enfin, simplifier, c'est donner de la sécurité. J'évoquais la question fiscale. Il y a une procédure qui s'appelle le rescrit et qui permet à une entreprise ou à un particulier, avant de se lancer dans un projet, de demander quelle est la situation fiscale. Et si elle devait changer, il en est protégé puisqu'il a, grâce à cette démarche, la clarification des règles au moment où il a présenté ce projet. C'est une bonne procédure. Et cette technique, elle devra être étendue à d'autres domaines, en matière sociale, en matière d'urbanisme, en matière d'environnement, pour que nous puissions créer cette sécurité. Enfin, il y a l'allègement des normes. Là aussi, c'est dommage que les corps constitués ne se soient pas réunis depuis 2005, mais j'imagine que tous mes prédécesseurs auraient insisté sur l'allègement des normes. Il y a même des formules plus arithmétiques. Il faudrait qu'il y ait 2 normes qui disparaissent quand une norme est créée. Mais enfin, la prolifération n'a cessé de continuer. À croire que les normes elles-mêmes sont devenues capables de se multiplier sans qu'il y ait d'intervention. Donc, j'ai souhaité que cet allègement des normes puisse être partout la priorité. Et je prie le Conseil d'État, si c'est possible dans une société laïque, de faire cette démarche, mais je prie le Conseil d'État de poursuivre résolument l'œuvre qui est la sienne de codification qui permet d'abroger un certain nombre de textes qui sont devenus obsolètes. Voilà, mesdames et messieurs, ce que je souhaitais vous dire à l'occasion de ces vœux. Vous représentez ici l'intérêt général. Vous savez ce qu'il signifie dans un pays comme le nôtre, qui est vrai, est toujours tenté par les intérêts particuliers, qui essaye de savoir ce que les uns et les autres gagnent ou perdent dans le jeu collectif, mais qui en même temps sont conscients plus que d'autres, nos concitoyens, que ce que nous avons ensemble, c'est l'intérêt général. Et c'est vous qui en êtes ici les représentants. Pour être fidèle à lui-même, c'est-à-dire à ses missions, à ses valeurs, à ses principes, l'État doit changer. Il ne doit pas changer pour changer, il doit changer pour être utile au pays. Alors, ça suppose 2 exigences. La première, je l'ai évoqué, l'exemplarité. Ne pas être en manquement par rapport aux règles de déontologie, pas être en retard dans l'application de la loi, pas être en défaut de rigueur dans la gestion des deniers publics. Et la seconde exigence, c'est la modernisation. Là aussi, non pas pour lui-même, mais pour le pays. L'État n'est pas un but en soi, c'est un instrument au service de la nation. L'État, il doit être utile au progrès pour les missions que nous avons à accomplir, mais au progrès pour toute la société, au progrès scientifique, au progrès technologique. Nous devons croire au progrès, mais croire au progrès, ce n'est pas une conviction, encore moins une religion. Croire au progrès, c'est une volonté, c'est un choix. Et la France a toujours été associée au progrès des sciences, aux progrès sociaux, au progrès des droits, au progrès
de la culture, progrès de l'éducation. Et si je ne retenais qu'un mot pour dire à quoi sert l'État, au progrès. Il sert obstinément le progrès. Et il permet à la France de garder son rang, voire même de prendre la tête d'un certain nombre de défis que nous nous sommes nous-mêmes donnés. Mesdames et messieurs, vous avez choisi de servir l'État et vous servez remarquablement la France. Et c'est pourquoi je vous exprime en même temps que mes vœux les plus sincères pour la nouvelle année, ma pleine gratitude. Merci. Vous avez suivi en direct sur les chaînes parlementaires les vœux de François Hollande au corps constitué. Pour commenter ce discours, Michael Zamès est avec moi en plateau. Bonjour Michael. Bonjour Ariel. Alors François Hollande, qui dans son discours a réaffirmé l'importance de l'unité nationale, qu'il a évoqué, l'affaire Dieudonné, sans jamais le citer. Ouais, c'est la première fois, en tout cas, que François Hollande intervient sur ce qu'on va appeler cette affaire Dieudonné. Manuel Valls, Christiane Taubira, tous les ministres en ont parlé depuis quelques jours. Cette affaire enfle un petit peu partout, on la voit dans tous les journaux. Et pour la première fois, donc, le président de la République défend son ministre de l'Intérieur sur ce propos-là, sur cette circulaire qui a été mise en place par le ministre de l'Intérieur et par la ministre de la Justice. Tout simplement, le président de la République a dit qu'il ne devait pas céder à la provocation et à la provocation de l'antisémitisme et à la promotion de l'antisémitisme. C'est un principe de la République, c'est un principe de l'État et il en va surtout de la crédibilité de l'État. François Hollande a eu des mots assez fermes, sans citer, vous l'avez dit, Dieudonné, sur citer cet humoriste, si on peut appeler ça comme ça. En tout cas, le président de la République a pour la première fois pris fermement sa décision. Cette circulaire sera appliquée, quoi qu'il en coûte. Et François Hollande qui a demandé dans son discours au préfet d'être vigilant et inflexible. Autre valeur de la République dont a parlé François Hollande, Michael, celle de la laïcité. Oui, la laïcité, il en a beaucoup parlé parce qu'il y a eu sous forme d'interrogation, ce flou, c'est ce qu'a dit en tout cas le président de la République. Il y avait avant Noël cette décision du Conseil d'État qui a un peu gêné, c'est vrai, les défenseurs de la laïcité, notamment sur l'interdiction pour les déplacements d'accompagnants pour les sorties scolaires pour les femmes qui ont été voilées. Donc il y avait cette décision du Conseil d'État. Là, le président de la République a très clairement défendu la circulaire de Luc Châtel qui interdisait à ces personnes accompagnantes de porter le voile. Voilà, donc très clairement, là aussi, l'État, c'est le respect de la laïcité et donc le respect, là aussi, des règles et des devoirs qui sont très importantes pour le respect de l'État et pour la crédibilité de l'État. François Hollande a répété à plusieurs reprises ce terme. Et dans son discours, François Hollande a également parlé du rôle et de la réforme de l'État. Oui, l'État, ce sont des droits, des devoirs et des réformes. Des réformes parce que l'État est trop lourd. Il y a des pesanteurs, il y a des normes, il faut un choc de simplification. Voilà ce qu'a dit le président de la République. Il l'a dit déjà l'année dernière, il le répète encore une fois, des lois ont été votées. Cette fois, eh bien, on ira beaucoup plus vite, on ira beaucoup plus fort. On passera, s'il le faut, par des ordonnances, c'est-à-dire on passera sans un débat à l'Assemblée nationale, sans un débat au Sénat, mais au ministre de faire des ordonnances. Et donc, il faut aller plus vite, simplifier. L'État, c'est simplifier, a dit le président de la République. L'État doit se moderniser. L'État, c'est le progrès. C'est ce qui doit permettre à la France aussi de garder son rang. Dans tout ce discours aujourd'hui du président de la République, il y a eu plusieurs termes très importants. Il y a eu l'État, le qui fait quoi, qui a la responsabilité de quoi. Et il a voulu montrer que lui était le responsable de la France, responsable de l'État, mais qu'il ne fallait pas tout demander à l'État non plus. Merci Michael, voilà ce qu'on pouvait dire sur ce discours de François Hollande qui présentait donc ses vœux au corps constitué. Vous restez en plateau Michael, puisqu'on va continuer à suivre les vœux tout au long du mois de janvier. Nous vous ferons vivre les vœux des principaux leaders politiques et celle qui a ouvert le bal, c'est Marine Le Pen, la présidente du Front National qui présentait il y a quelques minutes au siège du parti ses vœux à la presse. Je vous propose tout de suite de suivre son discours en intégralité. Je vous remercie bien sûr de votre présence à cette conférence de presse qui me permet d'abord de vous